Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose d'ouvrir une nouvelle catégorie, le récap de mes lectures. Donc la vidéo va être plus longue que les prochaines parce que j'ai eu l'idée que dernièrement, et en fait je vais vous parler des livres que j'ai lus depuis octobre. Nous sommes au mois de mars et sans être une aussi grande lectrice qu'à une époque, j'ai repris un rythme plus soutenu qu'il y a ces dernières années, ce qui m'emplit de joie et ce qui va vous faire découvrir des choses, je l'espère. Donc je vais commencer par le commencement de ce qui, on va dire, a relancé un peu ma lecture ces derniers mois. J'ai participé à un swap, en fait 3 swaps depuis de lecture avec des personnes sur une page Facebook à qui je fais plein de gros bisous, hein, tout le groupe Swap Addicts, parce que je fais plein de découvertes par vous, que ça soit de la lecture ou d'autres choses. Voilà, parenthèse refermée. Donc c'est Cristal qui m'a envoyé ce roman de Guillaume Musso, parce qu'on avait la possibilité de soit accepter de faire des découvertes, soit de rester dans, entre guillemets, dans une zone de confort, sachant que moi c'est surtout la fantaisie, ma zone de confort. Et en fait, a priori, Cristal est un peu dans le même type de lecture que moi, sauf qu'à priori, elle a lui peut-être plus de fantastique que de SF, mais en fait, elle m'a raconté sur un petit mot que c'est sa sœur qui lui a fait découvrir que c'était pas du tout dans ses lectures, sur coup qu'elle était dubitative, moi aussi, et que finalement elle a adoré et du coup elle me l'a fait découvrir elle aussi et comme elle je l'ai adoré. Voilà, donc c'est La fille de papier de Guillaume Musso. Donc en gros le pitch de départ, c'est Tom Boyd, un écrivain célèbre en panne d'inspiration, voit surgir dans sa vie l'héroïne de ses romans. Elle est jolie, elle est désespérée, elle va mourir s'il s'arrête d'écrire. Impossible et pourtant. Ensemble, Tom et Billy vont vivre une aventure extraordinaire où la réalité et la fiction s'entremêlent et se bousculent dans un jeu séduisant et mortel. Il y a le Figaro littéraire qui disait que c'était probablement le meilleur roman qu'il ait publié. J'ai lu d'autres Guillaume Musso, du coup, dont certains que je vais vous présenter. Et au final, je suis assez d'accord en fait. C'est vraiment très agréable. Donc, ce que vous avez entendu de Mao, c'était Severus qui passait par là et qui venait montrer qu'il était vivant, réveillé. Donc, je lui disais, La fille de papier, le Figaro littéraire, disait que c'était sûrement le meilleur roman de Guillaume Musso, publié en 2013 a priori. Et je suis assez d'accord, franchement, enfin, tous ceux que j'ai lus, donc là j'en suis à 5 que j'ai lus, je suis plutôt d'accord. Je vous en parle aussi là parce qu'il vient de sortir son roman le 24, La fille de Manhattan, je crois que c'est ça. Enfin, de toute façon, vous ne pourrez pas le louper dans vos librairies à mon avis. Donc, si le petit format pas cher, genre 8-10 euros, je pense que je prendrai la nouveauté et comme ça, j'attraperai le train en route de la nouveauté pour une fois. Donc voilà, donc je vais vous continuer à vous... C'est le petit mot que Cristal m'avait envoyé. Donc je vais vous présenter donc Guillaume Musso. Donc il y en a un que je n'ai pas en ma possession puisque je l'avais emprunté à la bibliothèque, enfin à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau de ma ville. Il s'agit de Que serais-je sans toi? Alors l'idée de départ, c'est qu'un flic, en fait on suit une histoire en parallèle, comme souvent ça peut arriver chez Guillaume Musso. Donc on suit l'histoire d'un jeune flic d'un côté, un peu désabusé, qui est spécialisé dans une brigade qui traque les gens qui volent des œuvres d'art. Et de l'autre, on suit un grand voleur d'œuvres d'art que justement le jeune flic traque depuis des années. Les histoires s'entrecroisent et au final, il y a des points communs que l'un et l'autre ne se doutent pas et qui vont finir par se croiser. Donc c'est pas mon préféré, mais l'histoire est bien menée, c'est sympa. Vraiment, c'est léger, c'est agréable. Enfin, j'ai envie de vous dire que tout Guillaume Musso, pour ce que j'ai lu, est toujours agréable, frais, palpitant.
À noter que souvent on finit par dire il reste que 100 pages, allez vite, je lis, et qu'on se couche genre à 2 h du matin, exemple vécu avec ça. C'est-à-dire que j'ai lu le roman en 3 fois. J'ai dû lire un peu, un autre peu, et puis l'autre je me suis couchée à 2 h du matin pour finir parce que j'étais complètement absorbée, que je pouvais me permettre de me coucher à 2 h du matin ce jour-là. Voilà. Ensuite, celui que j'ai lu, attendez, je vais essayer de vous le faire dans l'ordre. J'ai lu, en parallèle, j'ai lu ces deux-là. Et j'ai dû finir celui-là d'abord. Où, en fait, le pitch de départ, c'est Ali, jeune flic parisienne, et Gabriel, pianiste de jazz américain, se réveillent menottés l'un à l'autre sur un banc de Central Park. Ils ne se connaissent pas et n'ont aucun souvenir de leur rencontre. La veille au soir, Alice faisait la fête avec ses copines sur les Champs-Élysées, tandis que Gabriel jouait du piano dans un club de Dublin. Impossible et pourtant. Alors, je vais absolument pas vous spoiler parce que la fin, on tombe un peu sur le cul du pourquoi, du comment. C'est juste... Oui, c'est Véru, c'est pas faux. Merci le chat. C'est juste qu'on croise Alice, qui est quand même quelqu'un qui a une histoire un peu triste. D'accord, il confirme. Et alors, c'est pas mon préféré. Il est intéressant, mais c'est vrai que j'ai eu du mal à... En fait, j'ai eu envie de coller des beignes à Alice, la flic. C'est Vérus aussi. En fait, elle m'a beaucoup agacée. Donc, peut-être que ça a joué. Ensuite, bon, un qui a un peu pris l'eau dans un transport à Grenoble, c'est Et après. Et là, c'est le pitch, c'est à 8 ans, Nathan s'est noyé en plongeant dans un lac pour sauver une fillette. Arrêt cardiaque, tunnel de lumière, mort clinique. Et puis contre toute attente, de nouveau la vie. Ce qu'on appelle une NDE, No Death Experience. Une expérience de non-mort. C'est ceux qui vous voient la lumière et qui reviennent, donc voilà. 20 ans plus tard, Nathan est devenu un brillant avocat new-yorkais. Meurtri par son divorce, il s'est barricadé dans son travail. C'est alors qu'un mystérieux médecin fait irruption dans son existence. Il est temps pour lui de découvrir pourquoi il est revenu. Et pourquoi il est revenu de la mort, j'ai envie de dire. Et en fait, bon, pourquoi il est revenu, c'est expliqué oui et non. Et en fait, on suit son histoire à partir de cette rencontre avec ce médecin. Il est agréable. J'ai trouvé Nathan extrêmement humain, extrêmement authentique. C'est pas pour ça que j'ai pas eu envie de lui coller des beignes, mais j'ai trouvé que c'était une vraie personne, que ouais, avec ses fragilités et autres, le mec dans sa carapace d'avocat, mais qui au fond de lui souffre énormément. Enfin vraiment, je l'ai trouvé très 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 joli. En plus, bon, je vous spoil à peine. Il a divorcé de sa femme, mais il a une petite fille de 8 ans à peu près. Et on voit la relation du père avec sa fille. Et j'ai trouvé ça aussi très joli, bien raconté, très vrai. Enfin, vraiment, j'ai bien aimé. Ensuite, le dernier que j'ai fini en date, il y a quelques jours, c'est Demain. Donc là, il n'y a pas de pitch de départ parce que c'est peut-être une édition spéciale. Le pitch de départ, alors c'est Matthew, qui est un prof de fac, qui a perdu sa femme à peu près 1 an auparavant, à quelques jours près, qui n'arrive pas à se remettre de la mort de sa femme, qui a une petite fille qui est toute mignonne en plus, qui a 4 ans je crois, donc toute jeune au moment où sa mère décède, et il peine à se remettre de la mort de sa femme, qu'il aimait énormément, et il va sur une brocante acheter à un monsieur un ordinateur portable, un homme jeune, quoi, la trentaine. Et en fait, quand il va ouvrir l'ordinateur, il va se rendre compte qu'il n'était pas si bien formaté que ça. Il tombe sur des photos de la précédente propriétaire du PC. Il la contacte
pour lui dire bah, est-ce que vous voulez retrouver, que je vous renvoie vos photos, quoi, pour qu'elles ne soient pas perdues. Et puis c'est le dialogue se fait entre la sommelière, elle est à New York et lui est à Boston. Donc la sommelière Emma qui est à New York et entre eux Matthew qui est à Boston via informatique. Et donc bah, tout doucement, enfin assez vite même, ils ont envie de se rencontrer. Et je vous en dis pas plus parce qu'après ce serait du spoil. Donc c'est un roman extrêmement sympa. Avec La fille de papier, c'est mon préféré. Vraiment, je l'ai adoré. Il y a une dimension un peu fantastique que on peut retrouver dans Que serais-je sans toi. Sauf que dans Que serais-je sans toi, c'est plutôt sur la fin. La petite dimension fantastique, on va dire. Un peu comme, vous savez ce que faisait Maupassant, ces auteurs-là, avec le Horla ou autre, c'est un côté un peu fantastique, où est la réalité, où est, où est le fantastique. J'ai trouvé ça très intéressant, c'est très bien manié et vraiment j'ai beaucoup aimé, je vous le recommande à 200%. Donc avec La fille de papier, c'est mon préféré pour l'instant des 5 que j'ai lus. Ensuite, mon gros coup de cœur, c'est ce pavé, donc que j'avais acheté en octobre. Je suis tombée dessus quand j'ai acheté le livre pour le premier swap de romans que j'ai fait. Et puis il valait 10,40 €. Vous avez vu l'épaisseur du machin pour 10,40 € quoi. Et en fait, c'est un roman québécois d'Éric Dupont. Et j'ai lu le pitch, j'ai regardé un peu dedans et j'étais un peu intriguée. Je me suis dit, oh, pour 10,40 € je vais le prendre, je prends pas d'énormes risques. Alors j'ai eu du mal au début, enfin au début non, j'ai bien aimé. Après j'ai ralenti parce que on passe sur un autre personnage qui était pas ce que j'ai pas, c'est pas ce que j'avais compris du bouquin entre guillemets. Et puis après je l'ai repris et c'est surtout que j'ai manqué de temps avec ma maman qui a été malade et qui est partie. Et puis justement, dans le train, quand j'amenais ces chats chez mon papa, je vous raconte un peu ma vie, mais en même temps, c'est comme ça que j'ai réussi à l'avancer et à l'aimer ce roman. Donc j'ai pas mal avancé dans le train, parce que quand vous faites à peu près, vous traversez la France en train, et même si vous prenez le TGV, il y en a pour quelques heures, hein, donc facile, 5-6 heures, donc faut s'occuper. Donc je l'ai lu et je l'ai fini après de retour chez moi. Il me restait peut-être 150 pages à finir. Et donc on va dire 10 jours, j'ai lu les 3 quarts du roman et sans trop me presser. Et j'ai vraiment adoré. Donc le pitch de départ, je vous lis la 4e de couverture. C'est un gâteau renversé à l'ananas peut-il changer le cours de l'histoire? Aux confins enneigés du Québec, l'histoire d'une famille étonnante, un clan de bûcherons, de croque-morts et d'entrepreneurs, marquée pour l'éternité par Madeleine, cette fiancée venue d'Amérique avec pour seul trésor son livre de recettes. La fiancée américaine est une extraordinaire saga familiale campée entre la petite ville de Rivière-du-Loup sur les bords du fleuve Saint-Laurent, Rome et Berlin. On se laisse emporter par la genèse et le destin d'une lignée rare, peuplée d'hommes forts, de religieuses québécoises et de petites filles aux yeux bleus, aux yeux sarcelles, il faudrait dire, qui utilisent les tartes au sirop pour tuer leurs frères. Voilà, donc c'est... En fait, quand je relis le pitch, en fait, non, c'est vrai, c'est moi qui avais mal compris le pitch. En fait, on suit d'abord... mince, comment il s'appelle le tout premier? Louis Benjamin, qui va se marier à une Madeleine l'américaine, parce qu'en fait, il y a une tradition dans la famille, c'est on se marie à une Madeleine. Voilà, c'est comme ça. Donc la grand-mère lui cherche une Madeleine c'est Madeleine américaine, une cousine genre au second degré ou un truc comme ça qui va se pointer et qui dans ses bagages a son livre de recettes. Et puis après commence la dynastie avec leur fils et qui a lui-même des enfants donc ce fils va devenir croque-mort, mais avant il a fait des choses assez extraordinaires, il était un peu homme fort de foire et il a fait la Seconde Guerre. Et après, on suit donc la petite fille, Madeleine, qui elle va partir de Rivière-du-Loup, qui va monter son entreprise, enfin un restaurant de base. Et après, on va suivre ses 2 fils à elle,
Donc Louis et... Non, il s'appelle pas Louis ici. Gabriel et Michel. Donc c'est pour ça qu'ils disent Rome et Berlin, c'est parce qu'à un moment quand on les suit, Michel est à Rome et Gabriel est à Berlin. Donc c'est un beau roman, vraiment intéressant, très humain. Et ce qui est sympa, c'est qu'à un moment on vous raconte des choses de l'histoire de telle personne. Et ces mêmes éléments, on va en partie les retrouver plus tard pour quelqu'un d'autre. Et ça va donner un autre éclairage, une autre compréhension. Et là, c'est tous les petits secrets de famille qui se jouent. Alors ça fait un petit peu presse people, hein, j'ai envie de dire. Sauf que c'est beaucoup mieux écrit et que en fait, eh ben, dans nos familles, il y a toujours des petits secrets en général. Et c'est qu'un exemple parmi d'autres. Voilà. Donc déjà, je m'excuse pour le bruit de fond qu'a généré Severus en miaulant régulièrement. Enfin, si on peut appeler ça miauler. C'est juste que là, il est réveillé, il exprime qu'il est réveillé, qu'il est content d'être en vie. Et enfin, c'est Severus, quoi. Hein, il faut qu'il s'exprime. Et je vous remercie aussi d'avoir regardé cette vidéo. Si vous connaissez certains de ces romans, n'hésitez pas à me mettre un petit mot pour me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Si vous connaissez ces auteurs, si vous avez certains livres du même genre à me recommander, je serais ravie de pouvoir les lire et de vous faire éventuellement un retour si ça vous dit. Et je vous fais plein de gros bisous. J'espère pouvoir faire une autre vidéo prochainement sur le même thème. Salut!